I'm not giving up. I am selling the building. The final season of FX's The Bear. The restaurant is flooded. Everything's either going to be okay. No, stop. Or not. We are outgunned and we are outmanned, but we have each other. FX's The Bear, the final season. All episodes now streaming on Disney+. Bienvenue au 24e épisode spécial pour les abonnés du podcast. Merci encore une fois pour votre soutien. Aujourd'hui, je réponds à 4 personnes. Première question vient d'Éric. Il m'écrit « Salut, félicitations pour ton podcast. Je réécoute les épisodes 23 et 24. » Donc, je vous rappelle que ces épisodes-là, c'est les stratégies là, magiques, automatiques, dans lesquelles il faut parfois vendre après un an. Là. Donc, ils disent, exemple, tu prends les 15 qui répondent à ces critères-là, tu les gardes pendant un an puis tu les vends. Donc, ce qu'Éric me dit, c'est qu'il dit « J'essaie de comprendre en quoi ce serait avantageux de vendre des actions après un an si on considère qu'ils sont toujours dans notre top. Aussi, pourquoi acheter en novembre et janvier? Je comprends que le marché peut être plus bas, mais on n'est pas mieux d'avoir plus de temps sur le marché. Donc, au lieu d'essayer de timer un petit peu. Là. Donc, merci, bonne année et santé, succès dans tous tes projets. » Donc, ma réponse à Éric, c'est que les épisodes 23 et 24, ils abordent des stratégies qui sont reproductibles sans biais humain. Il faut donc théoriquement appliquer ce qui est dit sans réfléchir parce que c'est ça qui a permis d'obtenir les rendements historiques qui appuient justement ces stratégies-là. Donc, même si après un an, les compagnies sont toujours au top, il faut les vendre puisque ces approches-là reposent grandement sur l'aspect momentum. Là. Donc, après un an, il faut s'assurer de reprendre les compagnies dont le momentum est au maximum avec les autres variables prévues comme le market cap, le volume de transactions, etc. Allez écouter les épisodes 23 et 24 si vous ne l'avez pas fait. De plus, 95% des compagnies dans ces stratégies-là, je ne les connais pas. Donc, leurs fondamentaux sont souvent mauvais ou juste normaux. Donc, tu ne connais pas nécessairement ces titres-là, tu fais juste répliquer la stratégie chaque année. Pourquoi en novembre et janvier? C'est avec ces données-là que certaines stratégies ont mieux performé historiquement. Il faut donc, encore une fois, juste respecter le plan. C'est pas plus compliqué que ça. Puis bien sûr, le temps sur le marché, c'est important, mais rien ne t'empêche, une fois que ton argent est investi, de placer tes cotisations durant l'année qui suivent dans un autre produit pour ensuite le réinvestir à la fin de l'année, soit dans les approches magiques, puis ensuite, l'année suivante, tu le mets dans un produit 60-40 ou cash.to, etc. Tu n'es pas obligé de laisser cet argent-là dormir, donc pendant un an. Ce que je veux dire, c'est si, exemple, tu fais la stratégie de décembre à décembre, comme je fais avec certaines stratégies là, dans le podcast pour les expérimenter pour vous, si tu mets, on va dire, 50 000 dans une stratégie magique, là, dans 50 titres, donc 1000 pièces par titre, tu gardes ça pendant un an, de décembre à décembre, ça se peut que tu aies 10 000 pièces à cotiser là, avec ton salaire, tu n'es pas obligé de le réinjecter dans la stratégie. Tu peux dire, ce 10 000-là, pendant cette année-là, où je suis déjà investi dans la stratégie, ce 10 000-là, je vais le mettre dans cash.to ou un produit 60-40 ou peu importe, un produit 40-60. Et en décembre prochain, tu retires et tu réinjectes dans les stratégies là, appelées magiques par moi-même. Là. Donc, à voir, mais sache, Éric, que je ne recommande pas ces stratégies-là, du moins pas encore. Là, je les expérimente. Puis il y en a certaines à date que j'aurais fait beaucoup mieux comme rendement là, si je les avais mises en place. Mais bref, pour la réponse rapide un petit peu, là, Éric, là, c'est peut-être trop vite comme réponse, là, mais j'espère que c'est quand même clair. Donc, j'ai souhaité une bonne année là, parce qu'il m'a écrit en décembre 2024. Donc, c'est pas mal ça. C'est pour ça qu'on souhaitait succès et santé, chacun réciproquement. Question 2, ça vient de François. Donc, François me disait « Salut, bravo pour ton travail de partage. J'ai une vingtaine d'épisodes écoutés et quelques livres de lus et commandés pour le futur. » Il dit qu'il se questionnait. Il y a une assurance vie qui a pris à la naissance de son premier enfant en 2003. Donc, il y avait une assurance de 50 000 une assurance vie de 50 000 pour son premier enfant. Cette assurance-là est maintenant rachetable à 100 à plus ou moins 7 500 Donc, ça équivaut à un rendement de 0 là. Il a mis 7 500 puis il peut la racheter à 7 500. Donc, c'est comme s'il avait mis un peu un 7 500 là, sous le matelas pendant les années de vie de son enfant, les 20 premières années. Il dit que c'est une protection qui n'est plus vraiment nécessaire, considérant que, sa maison est payée puis il n'y a aucun passif actuel. Donc, même si, exemple, il arrivait quelque chose à son enfant, il ne serait pas dans le trouble. Il se demande si c'est possible, selon moi, de faire mieux avec le capital actuel et la mensualité perpétuelle de 35 Donc, en ce moment, s'il prenait le 7 500
et qui investissait ce 7 500 $-là, plus le 35 $ par mois qui continue d'injecter à vie dans ce produit-là, est-ce qu'il serait mieux de l'investir dans un FNB CELI à la place? Il dit, selon ses calculs, ça donnerait avec un rendement de 6 à peu près, ça lui donnerait à peu près 35 000 $ à 65 ans. Et il me disait, j'en pensais quoi? Au plaisir de le lire. Merci beaucoup. Donc, je disais, salut François, merci pour tes bons mots. Donc, juste revenir en arrière un petit peu, là, quand son garçon aurait 65 ans, il aurait à peu près 35 000 $ au lieu d'avoir l'assurance vie de 50 000 $. Donc, c'est ça son calcul à lui. Donc, je disais, pour le calcul, ça prendrait l'horizon de temps. Donc, il dit 65 ans pour le rendement final, mais il faut savoir exactement l'âge de son gars, mais j'y faisais confiance un petit peu pour ça. Et le 7 500 $, ben, il va le récupérer en rachetant l'assurance, je vous rappelle. Donc, moi, j'ai fait un calcul sur 30 ans. Là. Donc, si c'était bien un 7 500 initial avec 35 $ par mois, j'y expliqué que les calculs, dans 30 ans, ben, son gars aurait 80 300 $ au lieu du 50 000 de l'assurance vie. Et si c'était 0 $, là, au cas que je n'avais pas bien compris, avec des mensualités de 35 $ avec 6 % de rendement, ben, ça m'amenait comme lui là, à 35 200 $. Donc, je me disais, c'est peut-être plus ça son calcul, mais si réellement il peut sortir le 7 000 $, le 7 500 $ et le réinvestir avec le 35 $ par mois pendant 30 ans, ben, on voit que c'est quand même bien plus avantageux. Tu as 80 000 $ accessibles, alors que l'assurance vie, c'est 50 000 $. Mais il faut être prudent. Si ces montants-là ne sont pas réinvestis, qui sont dépensés, mais là, peut-être que l'assurance vie serait plus intéressante là, au décès, mais je pense, en tout cas, sachant que la valeur de l'assurance est de 50 000, là, puis qu'on arrive à 80, mais je pense que c'est beaucoup plus avantageux d'avoir le 80 000 $ pour investir tout ça, mais il faut être rigoureux dans ces investissements. Donc, ce n'est pas un conseil, bien sûr, là, c'est juste une opinion, mais moi, j'irais davantage avec le retrait de l'assurance et le réinvestissement. Donc, je souhaitais une bonne année 2024. Là. D'après moi, on était pas mal en décembre 2024 pour les questions auxquelles je suis rendu à répondre sur le podcast. Troisième question, c'est Véronica. Donc, elle me disait bonjour. Bon, tu vois, bonne et heureuse année 2024. Donc, d'après moi, on était même en décembre 2023. Bref, je suis un peu mêlé. Mais sa question, elle dit, j'ai quelques questions concernant le décaissement d'un compte régime épargne études enregistré, donc RE. Elle dit que son fils est en secondaire 1, donc il y a un décaissement prévu à peu près dans 5-6 ans. Elle dit que son compte RE est chez Disnat dans un FNB d'action à 100 %. Sa première question, à quel moment faut-il changer l'allocation de 100 % actions à un portefeuille plus équilibré entre actions et obligations? J'avais répondu il y a un petit bout, là, mais là, maintenant, ce que j'ajouterais, c'est d'aller voir l'épisode, en fait, d'aller écouter l'épisode 116, où je dis, selon l'horizon de temps que tu as devant toi et ton profil de risque, ben, tu peux avoir une répartition proposée. Donc, entre 5 et 6 ans, ça pourrait être, là, j'y vais de mémoire, là, mais peut-être un portefeuille 60-40, sachant que tu as 5-6 ans devant toi avant le décaissement. Donc, allez écouter l'épisode 116, si ce n'est pas fait, ça peut vous aider beaucoup à prendre ce genre de décision-là. Mais ma réponse plate à l'époque, c'était ça dépend. Donc, à la base, la répartition 100 % actions dépendait déjà de la tolérance au risque du profil d'investisseur, là, en fait, de Véronica. Là. Donc, il y a plusieurs qui sont peut-être déjà 60-40 ou avec une autre répartition quelconque. Donc, ici, j'ai donné ma façon de faire, mais c'est ma réponse. Donc, la tienne et la vôtre pourraient être différentes. Et je ne suis vraiment pas un expert du décaissement RE. Là. Je ne suis pas rendu là dans ma carrière d'investisseur. Donc, moi, ma plus vieille va avoir, elle a 9 ans en ce moment. Là, quand j'ai répondu à Véronica, elle avait 8 ans, ma fille. Donc, il reste à peu près, là, moi, dans mon cas, peut-être 8 ans avant de commencer les retraits. Mon plan à moi, puis je vais en parler davantage là, dans un épisode futur où je vais vraiment faire un épisode complet sur le décaissement du RE. Mais mon plan, moi, c'est 5 ans avant les retraits. À l'époque, je disais que j'allais tomber dans un portefeuille peut-être 60-40 avec peut-être 60 % genre dans XEQT et 40 % dans un FNB d'obligation que je vais trouver plus tard. Ça va me permettre de retirer les actions si le marché va bien et des obligations dans le cas contraire et de rééquilibrer en temps et lieu. Si j'ai juste un FNB comme XBAL qui est 60-40, ben c'est impossible de discerner actions et obligations lors des retraits. Donc, je suis obligé, exemple, le marché drop de 40 % je suis obligé de retirer des actions parce que XBAL, c'est actions-obligations mélangées. Donc, je n'irai jamais en bas de 60-40 dans le RE, sauf lorsque ma plus jeune, qui a actuellement 5 ans, va peut-être être à 2 ans de retirer. Là. Je vais peut-être alors tomber vers du 40-60 jusqu'à la fin. C'est ça que j'avais dans la tête à l'époque. C'était rien de scientifique. Là. J'étais encore très ouvert à changer de stratégie. Et justement, j'ai continué à écouter des choses là-dessus puis à lire. Puis il ne faut pas oublier que lorsque l'enfant commence à décaisser,
il reste peut-être 8 ans encore devant lui. Donc, il ne faut pas calculer, il ne faut pas prendre la date de décaissement. Donc, exemple, ma fille a 9 ans. Au moment où j'enregistre, elle va peut-être commencer à décaisser dans 8 ans. Mais il ne faut pas que je prenne l'horizon de temps d'investissement de 8 ans en tête. Il faut peut-être que j'ai un horizon de temps encore de 16 ans, bien plutôt de 14 ans. Parce que oui, il y a 8 ans avant de décaisser, mais il y a peut-être 2 ans de cégep puis 4 ans d'université. Donc, ça fait 8 plus 6, 14. Bravo, bravo pour les calculs. Donc, il reste peut-être 14 ans. Donc, ça change peut-être l'horizon. Peut-être que si, avec ma plus vieille, on va dire qu'il reste 5 ans, il faudrait que je revoie la répartition. Mais si je me dis qu'il reste plutôt 11 ans peut-être d'investissement, mais je vais peut-être rester 100% action 5-6 ans de plus. Et ça va permettre d'aller chercher des rendements potentiels peut-être plus élevés. Et là, lorsque, exemple, elle va rentrer à l'université, il reste 4 ans, ou à la fin de son cégep, mais là, peut-être qu'à ce moment-là, je vais commencer à revoir la répartition du portefeuille. Donc, c'est peut-être le petit ajout que je ferai là, avec la réponse à Véronica, mais tout le reste demeurait le même. Donc, moi, j'aurais 2 FNB, un d'action, un d'obligation pour être plus flexible au niveau du décaissement. Et je vais répartir les placements dans les 2 FNB selon l'horizon de temps et selon mon profil d'investisseur qui, moi, est audacieux. Donc, allez voir l'épisode 116 pour voir selon l'horizon de temps qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous devez avoir comme répartition dans vos placements. Donc, sa deuxième question, c'est est-ce que ce changement-là se fait progressivement? Si oui, comment déterminer le montant à mettre dans les obligations? Donc, ça revient un petit peu à la réponse précédente. Sa troisième question, comment ça se passe techniquement le décaissement de ce qui appartient à l'enfant, là, les subventions et le rendement? Est-ce qu'il y a des formulaires à remplir ou ça peut se faire en ligne? Donc, j'ai dû lire un petit peu là-dessus parce que je n'étais pas rendu là quand j'ai répondu à Véronica. J'ai envoyé un lien, là, dans le fond, c'est Wood Grundy, CIBC, donc CIBC.com. Donc, c'est le Milestone Withdrawals, mon Dieu, mon anglais. Donc, comment décaisser le RE, là, donc Wood Grundy, CIBC, WOODGUNDY.CIBC. Puis après ça, vous allez sûrement trouver la bonne adresse là, sur Google. Donc, j'avais invité à lire ça plus en détail, là, c'était assez précis. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté un ami qui est rendu là depuis quelques mois. En gros, ça prend un formulaire qu'il faut que tu remplisses lorsque tu décaisses de DISNAT, par exemple, et le montant retiré va être associé à... En fait, quand tu vas remplir ton formulaire, tu vas déterminer est-ce que ce que je retire là, c'est des PAE, là, des prestations d'aide aux études, je ne sais pas trop si c'est le bon mot, mais est-ce que c'est pour l'enfant, donc subvention rendement? Donc, tu vas cocher, exemple, cette case-là. Je ne sais pas si c'est coché, là, je ne suis pas rendu là. Et le capital, ou si c'est du capital que tu retires, bien, tu vas cocher que c'est du capital. Donc, exemple, tu veux retirer 20 000 de capital, tu vas remplir le formulaire, tu vas dire que c'est du capital et tu le retires, ça va dans tes poches, c'est pas imposé. Alors que si tu coches que c'est des subventions ou des rendements, donc des PAE qui appartiennent à l'enfant, bien là, ça va être considéré comme un revenu aux mains de l'enfant qui peut être imposé dans l'année fiscale en cours. Donc, oui, lorsque tu décaisses, si tu gères ça de façon autonome, il y a un formulaire à remplir, mais mon ami me dit que c'était super simple sur DISNAT. Donc, c'est vraiment un formulaire que tu remplis, puis ça se fait assez facilement. Dernière question de Véronica, c'était quels sont les éléments importants à considérer lors du décaissement du RE? Honnêtement, je ne savais pas trop quoi répondre à cette question-là. Je pense qu'il faut décaisser intelligemment selon les besoins réels de l'enfant pour ne pas être trop imposé. Sinon, c'est important de savoir qu'avant 18 ans, l'argent retiré par l'enfant s'ajoute au salaire du souscripteur, donc du parent. Donc, peut-être attendre après 18 ans pour retirer de plus gros montants. Donc, si ton enfant commence le cégep à 17 ans, puis tu retires, en fait, le maximum à retirer dans les 13 premières semaines, là, je pense que c'est 8 000 $. Mais si après ces 13 premières semaines-là, tu retires 40 000, bien, ça s'ajoute à ton revenu si ton enfant n'a pas 18 ans. Je vais vous inviter à écouter l'épisode. Je pense que ça va sortir à peu près en septembre, là. Mais l'épisode justement complet sur le décaissement parce que j'ai écouté un podcast où il disait stratégiquement le meilleur décaissement possible qu'on doit faire. Donc, je vais vous partager ça, je vais me positionner aussi. Mais à l'époque, quand j'ai répondu à Véronica, je n'étais pas aussi avancé dans ma réflexion. Donc, je vais en discuter davantage là, dans l'épisode spécifique sur le décaissement du RE qui s'en vient dans les prochains mois. Enfin, quatrième question, mon cousin Yves qui revient à la charge. Donc, il dit je vais te poser la question suivante. En 2038, mes 2 gars vont avoir terminé leur bac et vont travailler probablement à plus de 50 000 $ par année. Il va rester à peu près peut-être 20 000 $ dans le RE qui va être constitué uniquement de revenus accumulés, donc de
de rendement là, qui appartiennent à l'enfant. Les subventions et le capital qui m'appartenait vont avoir été retirés. Est-ce que j'étais dans l'obligation de retirer les sommes quand il était aux études? Quelles sont mes options pour le 20 000 qui reste à la fin de leur parcours? Est-ce qu'ils le mettent dans leur REER? Ma réponse à mon cousin, c'est que si ses enfants font des études, ce 20 000 $-là de subvention rendement est à eux. Tu ne peux pas le toucher. Et s'ils ne font pas d'études et qu'ils n'utilisent pas le REER, ben, tu dois rembourser, tu vas être imposé là, sur les rendements effectués, tu dois rembourser les subventions au gouvernement. Sinon, ben, ce 20 000 $-là, qui appartient aux enfants, doit être retiré avant les 6 mois qui suivent la fin des études, si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le site du Revenu du Canada, là, l'ARC. Sinon, tu le perds. Donc, exemple, tes gars en 2038, ils finissent leur bac, il reste 20 000 dans leur REE, bien, ils ont 6 mois pour retirer ce REE-là, sinon, ils vont le perdre. Donc, bien sûr, ça va faire un 20 000 $ de plus comme revenu dans cette année-là pour eux. Donc, au lieu de faire 50 000 de revenus, comme tu avais dit, ils vont faire 70 000. Mais bon, c'est mieux être imposé sur 20 000 que de perdre 20 000 au complet. Donc, ce qu'ils pourraient faire à ce moment-là, c'est le mettre dans un CELIAP ou dans leur propre REER. Il y avait un petit site intéressant aussi là, de Desjardins qui s'appelle « Comment décaisser le REER de façon optimale ». Vous allez le trouver si vous mettez ça sur Google, là, « Comment décaisser son REER de façon optimale ». C'est un article de Desjardins. Je ne dis pas que j'ai 100% raison, là, mais c'est comme ça que je le comprends pour la réponse que j'ai donnée à mon cousin. L'objectif, là, c'est de décaisser le minimum requis le plus longtemps possible pour ne pas payer d'impôts et d'en replacer le plus possible en cours de route dans le CELIAP. Donc, rendu là, s'il reste 20 000 à la fin, ben, c'est un beau problème quand même. Ils vont être imposés parce que, même si ce n'est pas idéal, ils vont être imposés parce qu'ils font déjà un salaire. Le décaissement REER là, se réfléchit dès le décaissement REE se réfléchit dès le début là, de son utilisation. Donc, pour moi, c'est de réussir. Bon, tu dis, bon, ben, mon enfant, mettons, il a 150 000 dans son REE. Tu sais qu'il veut faire des études universitaires, mais tu sais que tu as, mettons, 6 ans pour décaisser tout ça. C'est quoi le décaissement optimal, sachant que cet argent-là va continuer à faire des rendements. Et là, je ne peux pas vous dire là, en direct comme ça, c'est quoi le meilleur décaissement possible dans ce scénario-là. Je vais le faire dans l'épisode spécifique pour ça, qui s'en vient bientôt. Donc, j'ai fait 3 teasers là, pour cet épisode-là. J'espère que vous allez l'écouter. Donc, c'est pas mal ça qui met fin à l'épisode des abonnés d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié, puis on se revoit dans le prochain épisode régulier mardi prochain. Ciao, ciao!